Et maintenant, la GPA. Il n'existe aucun projet gouvernemental visant à reconnaître la gestation pour autrui. Le président de la République a réaffirmé qu'au cours de son mandat, il n'en serait rien. Aucune étude, aucune statistique n'indique qu'il y aurait une augmentation du recours à la GPA. Et pourtant, une partie de la classe politique a choisi de faire de ce phénomène social, dont l'acronyme était inconnu de nos concitoyens il y a quelques mois encore, un sujet central, justifiant des manifestations de rue, justifiant aujourd'hui le dépôt de cette proposition de loi. Avant d'en venir à son contenu, permettez-moi de vous dire quelques mots sur les raisons d'une telle mise à l'agenda politique d'une question jusqu'ici peu médiatisée. Peu médiatisée, mais pour autant pas jusqu'ici ignorée. Revenons quelques années, quelques mois en arrière, en 2008, une pétition nationale en faveur de la GPA réunit des milliers de signatures, des élus de tous bords s'y retrouvant, y compris quelques parlementaires qui sont aujourd'hui nos collègues, sur les bancs de la gauche. La même année, une mission parlementaire du Sénat menée par des collègues socialistes, UMP et centristes se penche sur la question, évoquant une pratique vieille comme le monde, rappelant l'épisode de la Bible où Sarah, stérile, demande à Abraham de lui donner un enfant grâce à une servante. Constatant les difficultés juridiques et les problèmes éthiques liés au respect de la femme par les GPA pratiquées à l'étranger, le texte de nos collègues estimait, je cite, préférable de l'encadrer par la loi en France. S'agissait-il alors de divagations de quelques sénateurs en mal de publicité ou gagnés par une idéologie consumériste post-68arde, comme on l'entend parfois dire? Il faut croire que non, puisqu'en 2010, le groupe socialiste au Sénat déposait une proposition de loi pour autoriser la GPA. S'agissait-il de l'expression d'une minorité de la gauche bien pensante, comme on l'entend encore? Encore une fois, non, puisque les sénateurs UMP indiquent qu'ils soutiennent la proposition. Puisque Madame Morano déclare en avril 2009 « Je me suis clairement exprimée lorsque j'étais députée et membre de la mission parlementaire sur le droit de l'enfant et de la famille. Je suis favorable à la légalisation de la gestation pour autrui, très encadrée dans une démarche altruiste et non marchande. » Comment expliquer donc que cette pratique de la GPA, qui pose des questions éthiques, sociales évidentes, qui ne peuvent pas recevoir de réponse abrupte et simpliste, soit devenue à ce point un tabou que la majorité des grandes familles politiques de notre pays la considèrent comme inacceptable par principe et que vous ressentiez aujourd'hui le besoin de déposer cette proposition de loi? Mes chers collègues, ne soyons pas dupes. Les propositions de légalisation ou d'encadrement de la GPA exprimées avant la loi sur le mariage pour tous, y compris donc à droite, avaient un point commun, se fondant sur les règles alors en vigueur pour régir mariage et adoption. Elles concernaient exclusivement les couples hétérosexuels. Et c'est bien parce que le mariage pour tous a reconnu les familles homoparentales que la question est devenue aujourd'hui à ce point scandaleuse pour une frange de l'opinion à laquelle vous emboîtez le pas. Car les questions que vous feignez de soulever pour en faire des objections absolues, j'allais dire préalables à la discussion sur la GPA, qui sont encore une fois des questions réelles et qui mériteraient discussion, qu'il s'agisse de la marchandisation, qu'il s'agisse du droit des femmes, qu'il s'agisse du droit de l'enfant à connaître ses origines, oui, toutes ces questions se posaient hier. Du reste, votre proposition ne peut pas ne pas être mise en relation avec d'autres déposées par les membres de votre groupe. Et je pense singulièrement à la proposition de loi formulée par notre collègue Fasquelle, qui ne propose rien de moins que d'enlever du mariage pour les couples de même sexe toute référence à la filiation et qui propose de criminaliser les PMA réalisés à l'étranger pour les couples de femmes. Oui, ce qui motive ces propositions, ce n'est pas la GPA en soi, ce n'est pas la PMA en soi, ce n'est pas le droit des enfants à avoir reconnu leurs origines biologiques, autant de questions qui se posent tout autant pour les familles hétéroparentales concernées. Ce qui motive ces propositions, c'est le refus de reconnaître la réalité des familles homoparentales. Et pour parvenir à cette fin, vous nous proposez aujourd'hui, comme d'ailleurs votre collègue Fasquelle, la pire des solutions, la pire des armes, à savoir une sanction pénale aggravée et une peine d'emprisonnement allongée pour les parents ayant eu recours à une gestation pour autrui. Ces peines existent déjà et ne sont pas appliquées, et pour cause. Qui pourrait légitimer et sincèrement affirmer que, dans l'intérêt de l'enfant, car c'est bien cet argument qui est avancé, la société devrait mettre ses parents en prison? Cette réponse pénale qui ne marche pas, vous nous proposez de la doubler. Ce serait, mes chers collègues, tout aussi inefficace.
Laissez-moi vous dire une conviction. Une conviction qui n'est pas simplement assise sur des valeurs personnelles ou un système de croyances. Chacun en a et c'est légitime, dès lors que ça n'obstrue pas notre jugement. Non, une conviction qui puise également ses racines dans notre droit et dans les droits de l'enfant et de la famille tels que définis par les conventions internationales que notre pays s'est engagé à respecter. Aucune mesure destinée à combattre la GPA ou les PMA réalisées à l'étranger dans des conditions non prévues par notre code de santé publique, aucune mesure donc n'est possible dès lors qu'elle remet en cause le droit des enfants concernés. Parce que nul enfant ne peut être tenu responsable des conditions dans lesquelles il a été conçu. Et c'est pourquoi la France a eu raison de ne pas tenter de contester la décision de la CEDH, qui se borne à reconnaître et à réaffirmer cette primauté absolue à l'égalité de traitement entre les enfants, refusant de faire des enfants nés par GPA les victimes sur le plan administratif ou légal d'un choix auquel ils sont étrangers. C'est pourquoi la garde des Sceaux a eu raison de prendre la circulaire qu'elle a émise, qui enjoint ses services à reconnaître et transcrire les actes de nationalité des enfants concernés. Et c'est pourquoi il faut refuser la proposition de loi d'aujourd'hui qui aurait pour conséquence non seulement de priver des parents de leur liberté, mais surtout de priver les enfants de la présence de leurs parents pour des faits directement liés à leur propre existence. Quelles que soient les positions exprimées dans mon groupe politique, qui vont d'une grande prudence, pour ne pas dire d'une opposition à la GPA, à une volonté d'en encadrer la pratique, il y a deux principes qui font l'unanimité. Le premier, c'est en aucun cas, nous ne serions, par nos votes ou nos prises de position, contribuer à rendre des enfants apatrides ou étrangers au pays de leur famille, ou faire en sorte que des enfants soient privés de la présence de leurs parents. Le second principe, c'est que nous convergeons pour dire qu'il n'est jamais sain de refuser d'engager une réflexion, y compris en prenant la précaution de préciser qu'elle n'a pas vocation à aboutir dans un délai court à une modification législative, parce que la force des projets parentaux fait que tous les moyens sont envisagés par les couples qui forment ce projet et ne peuvent, quelle qu'en soit la raison, le concrétiser. Parce que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette réalité et affirmer les grands principes tout en sachant pertinemment que la réalité, et notamment la réalité sociale, et le capital financier ou relationnel permet de contourner ces principes. Dès lors, ouvrons le débat, sans anathème, mais également sans arrière-pensée. Ouvrons la porte non pas à la légalisation de la GPA, mais au débat sur la GPA. C'est à cela que doivent aussi servir des parlementaires. Aujourd'hui, ce que vous nous proposez de faire, c'est de claquer la porte au débat, tout en sachant pertinemment que cela ne changera rien aux faits. C'est parce que nous refusons d'entrer dans la fragilisation des familles qui sont aujourd'hui concernées et qui suivent nos débats, mais aussi parce que, par principe, nous pensons que le débat est toujours préférable aux grands principes inapplicables et détournés, que nous déposerons des amendements de suppression aux articles de votre proposition de loi. Je vous remercie.